Bonjour professeur Marc Blanquet. Bonjour. Nous retrouvons aujourd'hui pour une interview afin d'évoquer les problématiques du Brexit. Pour commencer, Marc Blanquet, qu'est-ce que le Brexit? Alors le Brexit, c'est un mot valise, Brexit, ce qui évoque le fait que le Royaume-Uni, étant membre de l'Union européenne, a décidé de quitter, de se retirer de l'Union européenne. Alors d'un point de vue plus juridique, on peut voir les choses soit sous l'angle du droit international, soit en droit de l'Union européenne. Alors pour le droit international, c'est un retrait et c'est plus spécifiquement même une dénonciation de traité. C'est une dénonciation unilatérale d'un traité multilatéral, et donc dans ce cas-là on parle de retrait. Et ce qui caractérise l'Union européenne, les communautés et l'Union européenne, c'est que pendant très longtemps il n'y a eu aucune procédure de retrait. Ce qui, du point de vue du droit international, n'est pas un obstacle, puisque très souvent, les organisations internationales ne prévoient pas de procédure de retrait. L'Organisation des Nations Unies ne le prévoit pas. Ça n'a pas empêché l'Indonésie, pendant 18 mois, de se retirer de l'Organisation des Nations Unies. On considère que dans certains cas, il peut y avoir une clause tacite de retrait. Et donc, alors même que les traités instituant les communautés européennes ne prévoyaient aucune procédure de retrait, il n'aurait pas été impossible juridiquement qu'un État se retire des communautés. C'est le traité de Lisbonne, et on passe à l'aspect droit de l'Union européenne, qui a mis en place une procédure de retrait volontaire d'un État membre, et c'était dans le cadre de l'objectif qui est très largement celui du traité de Lisbonne, qui est de rassurer les États membres. L'intégration européenne a toujours procédé avec des balancements, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a eu des approfondissements de l'intégration, il y a eu des compensations pour rassurer les États membres. Donc là, un certain nombre d'acquis du traité constitutionnel qui ont été repris par le traité de Lisbonne se sont traduits par un certain nombre de compensations pour les États membres, notamment une procédure de retrait. Donc le Brexit, du point de vue du droit de l'Union européenne, c'est la première utilisation d'une procédure très récente, celle prévue à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui permet à un État de souhaiter se retirer de l'Union. S'engage ensuite toute une procédure où un accord doit être négocié, mais c'est un véritable droit de retrait, au sens où si l'Union et l'État en question n'arrivent pas à se mettre d'accord, au bout de 2 ans après la notification de l'intention de se retirer, l'État devient un État tiers. Donc, puisque ce n'est pas soumis rigoureusement à un accord, c'est bien un droit de retrait. Donc justement, s'agissant de l'article 50, celui-ci actant le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, pourquoi a-t-il mis autant de temps à se réaliser? Alors depuis la notification, je suppose. Oui, voilà. Voilà, alors effectivement, 3 ans et 7 mois entre le référendum du 23 juin 2016 et le 31 janvier 2020. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent que effectivement, cette durée ait été anormalement longue. La surprise, la non-préparation, c'est-à-dire que le gouvernement britannique ne prévoyait pas cette issue. Le référendum n'était pas fait pour ça. Le référendum qui a été lancé par David Cameron correspondait à la volonté d'utiliser une technique que le Royaume-Uni avait déjà utilisée en 1975, juste après être entré dans les communautés, où, on oublie parfois, il y avait déjà eu un référendum au Royaume-Uni sur le retrait ou pas des communautés européennes. La stratégie étant de faire une sorte de chantage, le gouvernement du Royaume-Uni demandant des concessions, des satisfactions particulières aux autres États membres, en disant si vous ne nous accordez pas telle ou telle chose, eh bien, par ce référendum, le peuple britannique va décider de quitter les communautés. Et ça avait marché, puisque le Royaume-Uni, à l'époque, avait obtenu un certain nombre de satisfactions. La création du FEDER, par exemple, et puis la possibilité de baisser les contributions financières. Et donc, lorsque David Cameron lance en 2015 cette idée d'un référendum, ce n'est pas pour obtenir le retrait du Royaume-Uni, c'est pour obtenir des avantages particuliers négociés avec ses partenaires dans l'Union européenne, en disant, bon, si vous ne m'accordez pas telle ou telle chose,
eh bien, il y aura un référendum et on quittera l'Union européenne. Mais l'idée était d'obtenir ces satisfactions et de pouvoir dire, ce qu'il a obtenu d'ailleurs, et de pouvoir dire au peuple britannique, voilà, dans les conditions que j'ai obtenues grâce à mon travail, eh bien, on peut rester dans l'Union européenne. Et cette stratégie correspondait aussi à la situation politique intérieure du Royaume-Uni, où le Parti conservateur était concurrencé par des partis eurosceptiques, UKIP spécialement, et puis même à l'intérieur du Parti conservateur, il y avait une aile droite que David Cameron voulait finalement combattre par cette stratégie. Et donc ça, c'est une première explication, c'est-à-dire que le gouvernement britannique ne s'attendait pas à ce que le référendum soit positif pour le Brexit. Donc il y a eu un état de non-préparation incroyable. Nombre de mes collègues enseignent dans une institution qui s'appelle le Collège de Bruges, qui est une institution de formation en droit de l'Union européenne. Et ils m'ont expliqué que quelques semaines après le référendum, des représentants du gouvernement britannique étaient à la sortie des amphis au Collège de Bruges pour essayer de recruter des stagiaires dans les équipes de négociation du Brexit. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que la procédure de l'article 50 prévoit que la notification du retrait doit se faire dans les conditions constitutionnelles de l'État en question. Et de ce point de vue constitutionnel, il y a eu des retards judiciaires. C'est-à-dire que notamment la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles a estimé en novembre 2016 qu'on ne pouvait pas quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni ne pouvait pas le faire, sur la seule base du résultat du référendum. Il fallait une loi approuvée par le Parlement britannique, dans la mesure où c'est par une loi du Parlement britannique que finalement le Royaume-Uni était entré et avait délégué des compétences législatives à l'Union européenne, donc symétriquement il fallait que le Parlement intervienne. Et puis ça allait porter atteinte aux droits des citoyens britanniques, et donc là aussi ça exigeait une intervention du Parlement. La Cour suprême a dû se prononcer, et elle ne s'est prononcée que le 24 janvier 2017, et elle a confirmé effectivement qu'il fallait une approbation par le Parlement, et ceci a eu lieu quelques semaines plus tard, mais c'est quelque chose qui a retardé effectivement la notification même, qui n'a été faite que le 29 mars finalement 2017. Donc déjà, il y a eu ce retard dans la notification. Après, ça a été 3 ans et 7 mois de chemin de croix du point de vue constitutionnel britannique. 2 démissions de Premier ministre, 2 élections législatives anticipées, de multiples défaites du gouvernement britannique à la Chambre des communes ou à la Chambre des lords, un délai pour le retrait qui a été successivement prévu pour le 29 mars 2019, puis pour le 12 avril, puis pour le 31 octobre 2019, et puis pour le 31 janvier 2020, à chaque fois parce que le Parlement britannique refusait l'accord négocié par tel ou tel Premier ministre britannique avec l'Union européenne. Et là, sans entrer dans de multiples détails, ce qui a surtout provoqué le retard et les multiples refus du Parlement britannique, pour l'accord de retrait notamment qu'avait obtenu Theresa May, c'est la situation de l'Irlande du Nord. C'est une situation extrêmement difficile puisque, on le sait, il y a eu ce que les Britanniques appellent des troubles en Irlande du Nord. C'est un petit peu comme nos événements de mai 68. En fait, une guerre civile qui a pu être terminée par ce qu'on appelle les accords du Vendredi Saint en 1998, qui prévoit une libre circulation entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et donc, aucun contrôle à la frontière terrestre. Il y a 500 km de frontière terrestre avec 400 routes à peu près qui traversent cette frontière et des dizaines de milliers d'Irlandais qui tous les jours passent cette frontière. Ils habitent au sud, travaillent au nord ou symétriquement. Politiquement et pour la paix en Irlande, il ne faut pas créer des contrôles, recréer une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Or, avec le Brexit, l'Irlande du Nord quitte l'Union européenne et la République d'Irlande reste dans l'Union européenne. Donc ça a été un gros problème, et l'accord qu'avait négocié Theresa May consistait à laisser
le Royaume-Uni avec l'Irlande du Nord dans l'union douanière européenne, avec une obligation pour l'Irlande du Nord de continuer à respecter un certain nombre de normes, normes sanitaires par exemple, de l'Union. Et le Parlement britannique n'a pas admis cette solution parce que finalement, en faisant rester l'ensemble du Royaume-Uni dans l'union douanière de l'Union, ça interdisait au Royaume-Uni de faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire conclure des accords de libre-échange avec les États tiers, notamment les États-Unis. Voilà. Et donc c'est ça qui a retardé jusqu'à ce que Boris Johnson obtienne un autre accord en octobre 2019 avec une autre solution pour le problème irlandais. Cette solution consiste à faire sortir de l'union douanière l'Irlande du Nord comme le Royaume-Uni, mais consiste à faire de l'Irlande du Nord une zone d'application de certaines réglementations de l'Union européenne, de manière à ce qu'il n'y ait pas de frontières terrestres entre les deux Irlandes. Mais du coup, il faudra faire des contrôles en mer d'Irlande. C'est-à-dire que dans les ports, dans les aéroports d'Irlande du Nord et en mer d'Irlande, il faudra contrôler les marchandises qui entrent en Irlande du Nord. Et des droits de douane seront perçus si ces marchandises transitent par l'Irlande du Nord et ont vocation à entrer dans l'Union européenne. Ce seront les droits de douane fixés par l'Union européenne qui seront perçus par les services des douanes du Royaume-Uni, mais qui seront reversés à l'Union européenne. En revanche, si ces marchandises doivent rester dans l'Irlande du Nord, là, ce seront les droits de douane britanniques et que les Britanniques conserveront. Alors, c'est paradoxal parce que le Royaume-Uni a obtenu satisfaction au sens où il n'est plus dans l'union douanière européenne avec ce système, et donc il pourra conclure des accords de libre-échange avec les États tiers. En revanche, ça fait une coupure entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Et là, on peut s'inquiéter, enfin le Royaume-Uni peut s'inquiéter. Le Sinn Féin a gagné les élections le 8 février 2020 en Irlande, en République d'Irlande, et réclame un référendum sur la réunification irlandaise. Normalement, dans les 5 ans, il y aura un référendum pour réunifier l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et tout dépend de la manière dont le Royaume-Uni arrivera à gérer le développement difficile de l'Irlande du Nord. Si ce n'est pas pleinement satisfaisant, il est probable que le référendum conclura à la réunification et à la désunification du Royaume-Uni. Au vu de tout cela, est-ce que pour vous, le Brexit représente un échec de la politique de l'Union européenne? Alors que ce soit un échec, oui, vous utilisiez le terme de divorce tout à l'heure. Bon, un divorce, c'est un divorce. C'est toujours une forme d'échec. L'intégration européenne vise à inclure dans une union des États de manière illimitée. Les traités sont conclus pour une durée illimitée. Et une formule qui explique bien ce qu'est l'intégration européenne, c'est dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. C'est ça, l'intégration européenne. Et l'avenir pacifique, c'est vraiment le premier objectif de l'intégration européenne. Alors le fait qu'un État membre quitte cette union, effectivement, c'est une forme d'échec. Ça veut dire qu'il renonce à un avenir pacifique avec d'autres États européens fondés sur des valeurs communes. Donc c'est un échec. Après, que ce soit un échec de la politique européenne, non. C'est un échec dans l'absolu, pour tout le monde, je dirais, pour l'Europe, indiscutablement. Pour l'Union européenne, certainement, pour le Royaume-Uni aussi. Pour là où les politiques de l'Union européenne, non. Vous me parlez de la politique de l'Union européenne. C'est quoi la politique de l'Union européenne? C'est l'intégration. Et alors là, je dirais que c'est peut-être la réussite de l'intégration qui est à l'origine du Brexit. Parce que ce que refuse depuis toujours le Royaume-Uni, c'est le principe même de l'intégration et le fonctionnalisme. C'est-à-dire le fait que sur la base d'une intégration économique, puisse se développer une intégration politique. C'est ce qui s'est fait, notamment depuis le traité de Maastricht. C'est-à-dire que depuis le traité de Maastricht, dans les compétences de l'Union européenne, on a la politique de visa, d'asile, d'immigration, les droits fondamentaux, la coopération judiciaire, la politique étrangère, de sécurité commune, autant de politiques qui ne sont pas des politiques strictement économiques. Et c'est parce que ces politiques
conformément au principe même et d'origine de l'intégration, se sont développés. C'est pour cela que le Royaume-Uni a trouvé de plus en plus insupportable son appartenance à l'Union européenne. D'ailleurs, il a essayé, et souvent réussi, à ne pas participer à toutes ces politiques. Le Royaume-Uni ne participait pas à la monnaie commune. Le Royaume-Uni avait un très large opting-out pour l'espace de liberté, sécurité, justice. Le Royaume-Uni ne participe pas, n'a pas signé le pacte budgétaire européen, n'est pas dans l'Europe de Schengen. Bref, le Royaume-Uni, pendant très longtemps, appartenait à l'Union européenne, mais ne participait pas vraiment à l'Union européenne. Donc c'est le développement de l'intégration européenne, la réussite de ce passage d'une intégration purement économique à une intégration davantage politique, c'est ça qui est à l'origine du Brexit, et d'une certaine façon, c'est la réussite de l'intégration européenne, plus que son échec, qui est à l'origine du Brexit. Alors, sur le plan juridique, du coup, par rapport à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, est-ce que vous pensez qu'il serait nécessaire de faire perdurer les liens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne afin de continuer à garantir une protection et une sécurité juridique aux citoyens du Royaume-Uni? Alors, pour le Royaume-Uni, la réponse est très claire, c'est non. Parmi les institutions que le gouvernement britannique et peut-être l'opinion publique britannique ne supportent pas, il y a les juridictions européennes. Et il faut bien le voir, à la fois la Cour de justice de l'Union européenne, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Ces dernières années, on parle moins que du Brexit, mais ces dernières années, le Royaume-Uni, à plusieurs reprises, a menacé de quitter la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'il a été horripilé par certains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont condamné le Royaume-Uni. Et l'impression du Royaume-Uni, c'est que, sous prétexte de droits de l'homme, ce sont des questions sociétales qui sont réglées par les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour le gouvernement britannique, ces questions sociétales, ce sont des questions politiques qui doivent relever d'un choix politique au niveau des États. Et ce ne sont pas des juges qui doivent s'emparer de ces choix sociétaux, en termes d'avortement, de ces choses comme ça, qui doivent s'emparer de ces choix sociétaux, politiques, pour les régler d'un strict point de vue juridique et sous l'angle des droits de l'homme. Donc, Theresa May avait menacé de quitter la Convention européenne des droits de l'homme. Elle y a finalement renoncé au sens où elle l'a décalé normalement jusqu'en 2022. Donc le Royaume-Uni ne quittera pas la Convention européenne des droits de l'homme au moins jusqu'en 2022. Mais c'est vraiment cette détestation des juridictions européennes qui s'applique au Royaume-Uni. Et donc c'est le cas aussi pour la Cour de justice. Ce qui fait qu'un des arguments principaux, notamment de Boris Johnson, pour le Brexit, c'est de ne plus être soumis à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, c'est même pas la peine d'y penser. C'est quelque chose qu'il refuse absolument. Alors, ce qu'on peut dire de cette application de la jurisprudence de la Cour de justice au Royaume-Uni, c'est que pour l'instant, elle s'applique toujours, c'est-à-dire que dans la période de transition, jusqu'au 31 décembre 2020, ou éventuellement 2021 ou 2022, puisqu'il peut y avoir une prolongation, mais le Royaume-Uni refuse a priori l'idée d'une prolongation. Jusqu'à la fin de la période de transition, le Royaume-Uni appartient finalement, reste soumis à l'application du droit de l'Union européenne, simplement il ne participe plus à l'édiction du droit de l'Union européenne, et il est soumis à la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne, sauf si le contentieux porte directement sur l'accord de retrait, auquel cas c'est une procédure d'arbitrage international qui s'appliquera. Et au-delà, la jurisprudence de la Cour de justice ne s'appliquera plus, sauf que, on est dans un pays de common law, la jurisprudence britannique, la jurisprudence des juridictions britanniques, actuellement, respecte la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, est alignée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc la question qui se pose, c'est comment les juridictions britanniques pourront, dans l'avenir, une fois que le retrait sera total, pourront s'écarter de ces jurisprudences de l'Union européenne. Et là, l'accord de retrait, et plus spécialement la loi britannique approuvant l'accord de retrait, puisque c'est un État dualiste, le Royaume-Uni, cette loi a prévu que des directives ministérielles
indiquerait de quelle manière les juridictions britanniques pourront à l'avenir s'écarter des jurisprudences qui s'appliquaient jusqu'à présent, c'est-à-dire des jurisprudences conformes à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors effectivement, ça va dépendre de la position des juridictions suprêmes britanniques, mais il y a ces directives ministérielles, et ça, la Chambre des Lords, notamment, avait exigé que ce soit supprimé de la loi approuvant l'accord de retrait, parce qu'elle ne concevait pas comment de simples directives ministérielles pourraient commander le comportement des juges britanniques. Et ça n'a pas été retenu, cet amendement de la Chambre des Lords n'a pas été retenu dans la loi qui finalement a approuvé l'accord de retrait. Mais voilà, donc pour répondre à la question, non, il n'y a aucun espoir que le Royaume-Uni accepte de rester soumis à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et la seule question qui se pose, c'est est-ce que les juges britanniques pourront librement continuer à respecter cette jurisprudence ou s'en écarter, ou bien est-ce que ce seront des directives gouvernementales qui encadreront ce comportement des juges? Un autre point essentiel de cette Union européenne, c'est le marché intérieur. Concernant les échanges commerciaux, la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont 11 mois pour négocier ce que seront leurs futures relations commerciales. Quelle tournure vont prendre ces négociations d'après vous? Cet accord commercial est-il essentiel à la survie de l'Union européenne? Alors, 11 mois, non, 10 mois, puisque ça n'a pas commencé, ça commence lundi. Ça commence lundi de la semaine prochaine. Bon, des négociations officieuses ont déjà commencé. Et ce n'est pas la négociation d'un accord commercial, c'est la négociation d'un partenariat futur qui comporte un partenariat économique et commercial avec, on le sait parce que c'est prévu par une déclaration politique adoptée en même temps que l'accord de retrait, ça prendra la forme d'un accord de libre-échange. Ce n'était pas précisé auparavant, désormais ce sera un accord de libre-échange. Donc effectivement, il y aura un partenariat économique et commercial qui prendra la forme d'un accord de libre-échange, mais il y aura aussi un partenariat de sécurité, c'est-à-dire que tout ce qui doit être négocié en 10 mois, c'est non seulement un accord commercial, mais des négociations qui portent sur la coopération judiciaire, la lutte contre le terrorisme, le gaz, l'électricité. C'est un spectre de négociations extrêmement large. Alors, comment peut-on voir les choses? L'Union européenne a précisé ce qu'était le mandat de négociation, ce qu'étaient les lignes rouges. Donc, ils veulent, du point de vue économique et commercial, je me limiterai à ça, un accord le plus ambitieux possible. Mais le négociateur européen, Michel Barnier, l'a dit très clairement il y a quelques semaines, le partenariat économique et commercial le plus ambitieux, on l'avait lorsque le Royaume-Uni appartenait à l'Union européenne. Et le Royaume-Uni a choisi de ne plus avoir ce partenariat économique et commercial le plus ambitieux, le plus étroit possible. Donc, cet objectif qui est celui de l'Union européenne devra respecter des lignes rouges qui sont l'intégrité du marché intérieur, l'indivisibilité des 4 libertés de circulation, et l'Union européenne exige que le Royaume-Uni continue à respecter un certain nombre de règles, notamment les règles de concurrence européenne, pour lui accorder ce partenariat commercial ambitieux. Notamment les aides, tout ce qui est aide d'État, donc les règles sur les aides d'État, les règles en matière d'environnement, de fiscalité, de droit du travail. Eh bien, le Royaume-Uni devra continuer à s'aligner sur les standards européens de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale du Royaume-Uni. Et l'Union européenne a conditionné la conclusion de ce partenariat économique et commercial ambitieux par le respect par le Royaume-Uni de ce type de règles européennes. Hier, Boris Johnson a fait savoir qu'il n'en était pas question. Il n'était pas question pour le Royaume-Uni de devoir continuer à respecter un certain nombre de règles de l'Union européenne. Ils veulent recouvrer leur entière liberté d'adopter les législations qu'ils veulent dans tous les domaines. Ça part mal. Voilà, cette seule déclaration fait qu'il y a ce que Michel Barnier hier a qualifié de distanciation entre les positions du Royaume-Uni et ce qui était prévu dans la déclaration sur la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, ça va être certainement difficile, 10 mois, pour négocier un accord de libre-échange, peut-être sur le modèle du CETA,
C'est un petit peu ce qui est donné comme étant le modèle, l'accord qui a été conclu récemment avec le Canada. Il a fallu 7 ans pour conclure le CETA avec le Canada. Voilà. Selon vous, l'Union européenne ressort-elle affaiblie ou renforcée par la sortie du Royaume-Uni? La présence du Royaume-Uni est-elle une condition sine qua non au bon fonctionnement de l'Union européenne? Alors, est-ce que l'Union européenne est renforcée ou affaiblie? Bon, l'Union européenne est affaiblie mathématiquement, quantitativement, parce que le Royaume-Uni n'est pas, c'est pas Malte qui sort de l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni, donc un État avec une économie importante, une part importante dans les échanges commerciaux mondiaux, un siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, une puissance nucléaire, donc c'est un État important qui sort de l'Union européenne, donc donnant les revenus nationaux bruts des membres, elle reste la deuxième puissance économique du monde, malgré la sortie du Royaume-Uni. Elle était la première puissance commerciale du monde. Là, selon les chiffres, elle pourrait perdre cette place de première puissance commerciale du monde, mais elle reste dans les deux premières. Elle était la troisième zone la plus peuplée du monde après la Chine et l'Inde. Elle reste la troisième. Elle était la première puissance maritime du point de vue de la surface de ses eaux territoriales. Elle reste la première puissance maritime. Bon. Donc il y a un affaiblissement quantitatif, mais l'Union européenne était un géant économique et commercial. Elle reste un géant économique et commercial. Bon. Mais si la question est l'affaiblissement ou le renforcement de l'intégration européenne, c'est différent. Donc pour l'Union européenne, voilà, il y a un affaiblissement, mais qui est relatif. S'agissant de l'intégration européenne, on peut se poser la question, finalement, est-ce que lorsqu'un État membre ne partage pas les principes de l'intégration européenne, est-ce que c'est son maintien dans l'Union européenne qui renforce ou affaiblit l'intégration européenne, ou est-ce que c'est son départ qui renforce ou affaiblit l'intégration européenne? On peut avoir les deux options. C'est incontestablement un État qui ne participait pas, qui n'adhérait pas véritablement au principe de l'intégration. Il n'était intéressé que par la dimension économique, le marché commun, les intérêts économiques, et n'admettait pas la perspective d'une intégration politique. À partir de là, c'est un État qui rendait difficile les négociations, les décisions dans l'Union européenne, et on pourrait avoir l'impression que son départ va faciliter les choses. Finalement, le Royaume-Uni, c'était toujours un État qui s'opposait à toutes les nouveautés, tous les approfondissements de l'intégration. On pourrait se dire que ce sera plus facile désormais, et donc on pourrait, presque paradoxalement, soutenir l'idée que le départ du Royaume-Uni va renforcer l'intégration. Avec peut-être un argument supplémentaire, c'est que si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne, là, il y aurait eu un véritable affaiblissement de l'intégration. Pour une raison très précise, nous évoquions tout à l'heure la stratégie de David Cameron qui consistait à obtenir un certain nombre d'avantages avec le chantage du référendum, en disant aux Européens « accordez-moi ce que je demande, sinon on s'en va ». Il avait obtenu ce qu'il demandait, et les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein du Conseil européen, le 19 février 2016, avaient signé ce qu'on appelait un arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et notamment dans cet arrangement, il était prévu que si jamais le Royaume-Uni restait dans l'Union européenne, eh bien, toutes les références dans les traités européens, notamment à une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, ne s'appliqueraient plus au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on aurait eu, à ce moment-là, une intégration européenne qui aurait perdu certains principes fondamentaux. On aurait eu des États membres qui n'auraient pas participé véritablement à cette adhésion vis-à-vis d'un avenir commun fondé sur des valeurs partagées. Ça aurait été un affaiblissement de l'intégration, voire une désintégration. Et donc, le Brexit, je serai franc, a été accueilli par tous les spécialistes de droit européen comme un soulagement. Le résultat du référendum a été un soulagement. Lorsque le référendum britannique s'est produit, je présidais la CEDES. La CEDES, c'est l'organisation, enfin l'association en France qui regroupe tous les professeurs de droit de l'Union européenne. Et nous avions organisé le 20 mai 2016
Paris une sorte de colloque pour exprimer toute notre inquiétude vis-à-vis de cette perspective d'entrée en vigueur du fameux arrangement pour le Royaume-Uni si jamais le référendum concluait au Remain, c'est-à-dire au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Donc de ce point de vue-là, le départ a été un renforcement, ou en tout cas un non-affaiblissement de l'intégration. Ceci étant, dernier point, je vous le disais, on aurait pu penser que ce serait plus facile d'avancer dans l'intégration européenne sans ce partenaire encombrant et rétif qu'était le Royaume-Uni. Ce qui se passe depuis un mois, ou depuis quelques semaines, conduit à avoir peut-être une autre impression. Qu'est-ce qui s'est passé d'important du point de vue de l'intégration européenne depuis le retrait du Royaume-Uni? Des négociations sur le budget pluriannuel de l'Union européenne. C'était la semaine dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Blocage total. Incapacité totale à décider du budget. Pourquoi? Parce que dans l'Union européenne, il y a des petits États, il y a des États moyens, il y a des grands États. Les États moyens, Espagne, Pologne, Italie, depuis quelques années ont quelque peu disparu en termes d'influence. On retrouve donc les petits États d'un côté et puis les grands États. Il y en avait trois, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Par le jeu d'alliances savantes, un des trois s'alliait avec un autre et ça donnait des majorités et des possibilités d'avancer. Là, on retrouve la France et l'Allemagne, frontalement opposés. Et ce que l'on a vu depuis quelques semaines dans ces négociations budgétaires, c'est une Allemagne très proche de ce qu'on appelle le club des frugaux, ce qu'on appelle les frugaux dans le droit de l'Union européenne. Enfin, dans l'Union européenne, c'est actuellement l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, qui veulent limiter au maximum le budget de l'Union européenne. En face, on a ce qu'on appelle les amis de la cohésion, la Pologne, le Portugal, la Grèce, sur une quinzaine, qui veulent augmenter les dépenses de budget et l'aspect redistribution du budget européen. La France est plutôt proche des amis de la cohésion, sauf que la France est plutôt un ami de la politique agricole commune, mais bon, elle est plutôt alliée avec les amis de la cohésion. L'Allemagne est très proche des thèses des frugaux, et ça bloque. Et donc on a actuellement cette situation où, depuis le retrait du Royaume-Uni, on a la France qui s'oppose à l'Allemagne, avec finalement, pour l'instant, une impossibilité de prendre une décision. Et donc, le fonctionnement de l'Union européenne, pour répondre totalement à votre question, on aurait pu croire qu'il aurait été facilité par le départ du Royaume-Uni. Peut-être que laisser seuls face à face la France et l'Allemagne, ça va compliquer au contraire les choses. Alors, comme vous nous l'avez dit précédemment, la France est l'un des grands États de cette Union européenne. Et donc, quel rôle pensez-vous qu'elle va jouer dans la redéfinition de l'Union européenne actuellement? Alors, redéfinition de l'Union, je ne sais pas s'il faut redéfinir l'Union, relancer l'intégration sur de nouvelles bases ou pas, peut-être. Alors, quel a été le rôle de la France ces dernières années et quel va être dans les prochains mois le rôle de la France? Depuis une dizaine d'années, la France avait perdu vraiment son rôle d'impulsion au sein de l'Union européenne. C'était l'Allemagne qui dominait véritablement. Depuis 3 ans, c'est différent. Depuis 3 ans, la France est redevenue une force de proposition, d'initiative, d'impulsion. Le président de la République française a exprimé à plusieurs reprises sa vision de l'Union européenne, le discours de la Sorbonne en 2017, une tribune qui est parue dans les 28 États membres juste avant les élections européennes de mai 2019. Et on a actuellement, depuis 3 ans, une France qui prend des initiatives, qui fait des propositions, et une Allemagne qui bloque systématiquement. Les forces politiques allemandes en sont gênées, parce que l'Allemagne, depuis quelques années, semble se satisfaire de l'état actuel de l'intégration, qui, d'un point de vue économique, lui réussit tout à fait. Et elle est assez frileuse vis-à-vis de tout redéploiement ou de tout développement de l'intégration européenne. Alors, la France va certainement continuer. Est-ce qu'elle va arriver à finalement faire évoluer les choses? Vous savez qu'il y a une présidence tournante de l'Union européenne. À partir du mois de juillet 2020, c'est l'Allemagne qui va présider l'Union européenne.
Alors, de deux choses l'une, soit le fait que l'Allemagne préside l'Union européenne va être l'occasion pour elle eh bien, d'être davantage dynamique du point de vue de cette intégration européenne et d'essayer de relancer le projet européen, soit au contraire, le fait que l'Allemagne soit présidente, si elle continue à avoir cette attitude un petit peu frileuse, on sera toujours avec la chancelière Merkel, qui est un petit peu en fin de cycle, hein, jusqu'à l'an prochain. Si c'est cette attitude qui continue à être celle de l'Allemagne, le fait qu'elle préside l'Union européenne va ralentir certainement tout développement. Voilà. Quant à la France, alors la prochaine présidence française, c'est le premier semestre 2022, c'est le semestre de l'élection présidentielle en France. Donc ça risque d'être aussi un petit peu parasité par l'élection présidentielle. Donc, pour répondre à la question, je dirais que la France va certainement continuer ces prochains mois et ces prochaines années à être une force de proposition, ce qu'elle est depuis 3 ans. Mais il n'est pas évident qu'elle puisse aboutir dès lors que l'Allemagne est incontestablement en résistance actuellement vis-à-vis de toute redéfinition du projet européen. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous.